Chapitre 2. Les habitants de King's Abbot. Avant de continuer mon récit, il est peut-être utile que je donne une idée de ce que j'appellerais notre situation géographique. Notre village de King's Abbot ressemble, je crois, à de nombreux autres villages anglais. La ville la plus rapprochée est Cranchester, qui se trouve à 9 km. Il y a une gare importante, un petit bureau de poste et 2 magasins rivaux. Les jeunes gens quittent de bonne heure ce coin paisible, qui compte plusieurs vieilles demoiselles et de nombreux officiers retraités. Le passe-temps principal des habitants peut être résumé d'un mot: potin. Il n'y a que 2 propriétés importantes à King's Abbot. L'une est le King's Paddock, légué à Madame Ferrare par feu son mari. L'autre est le Fernley Park, qui appartient à Roger Ackroyd. Ackroyd m'a toujours paru être le prototype du gentilhomme campagnard anglais, au visage enluminé, que l'on voit dans les vieilles opérettes. Cependant, ce n'est pas proprement parler un gentilhomme campagnard, car c'est un gros industriel. Il a environ 50 ans, une figure rouge et des manières affables. Il est intime avec le pasteur et s'inscrit généreusement sur les listes de quêtes de la paroisse, bien qu'il ait la réputation d'être fort avare en ce qui concerne ses dépenses personnelles. Il patronne les matchs de cricket, les associations de jeunes gens et les refuges pour les soldats blessés. En somme, Roger Ackroyd est l'âme de notre tranquille bourgade. Lorsqu'il avait 21 ans, il devint amoureux d'une femme fort belle, de 5 ou 6 ans plus âgée que lui, et l'épousa. Elle se nommait Patton. Elle était veuve et avait un enfant. Leur union fut courte et douloureuse car Madame Ackroyd buvait et mourut dans une crise de delirium tremens 4 ans après leur mariage. Ackroyd se montra par la suite peu enclin à tenter une nouvelle épreuve matrimoniale. Son beau-fils n'avait que 7 ans au moment où sa mère mourut, il en a 25 aujourd'hui. Roger l'a toujours considéré comme son propre fils et l'a élevé en conséquence. Mais c'est un garçon terrible qui lui a donné bien des tourments. Cependant, à King's Abbot, nous aimons tous beaucoup Ralph Patton. Ainsi que je l'ai déjà dit, le village est toujours prêt à accueillir des bavardages. On remarqua tout de suite que Madame Ferrare et Roger Ackroyd paraissaient fort bien s'entendre. Leur intimité devint plus marquée après la mort de son mari. Ils sortaient beaucoup ensemble et l'on supposait qu'ils se remarieraient dès que la veuve aurait quitté son deuil. N'y avait-il pas, du reste, quelque chose de fort normal ? La femme de Roger Ackroyd était morte pour avoir trop bu. Ashley Ferrare avait été un ivrogne invétéré. Quoi de plus normal que 2 victimes se consolassent l'une l'autre ? Les Ferrare n'étaient venus habiter le pays que peu de temps avant la mort du mari, mais Ackroyd avait toujours été le point de mire des commérages. Durant l'éducation de Ralph Patton, une série de gouvernantes présidèrent aux destinées de la maison Ackroyd, et, à tour de rôle, chacune d'entre elles fut observée avec méfiance par Caroline et ses amis. Je puis, sans exagération, affirmer que, pendant 15 ans au moins, le visage tout entier s'attendit à voir Ackroyd épouser l'une des personnes qui dirigèrent successivement son intérieur. La dernière, une femme redoutable, appelée Miss Russell, régnait sur la maison depuis 5 ans, et, de la vie générale, sans l'apparition de Madame Ferrare, Ackroyd aurait difficilement pu lui échapper. Cependant, Miss Russell avait trouvé un autre adversaire dans la personne d'une belle-sœur de Roger, qui était arrivée inopinément du Canada avec sa fille. Madame Cyril Ackroyd, veuve d'un frère assez peu recommandable de Fernley Park, s'y était définitivement installée et avait, au dire de Caroline, remis Miss Russell à sa place. Je ne sais pas quel sens exactement elle donne à ces mots, mais ce dont je suis certain, c'est que Miss Russell prend une expression pincée et qu'elle manifeste en apparence la plus profonde sympathie pour cette pauvre Madame Ackroyd, obligée d'avoir recours à la charité de son beau-frère. Le pain d'autrui est tellement amer, je serais bien malheureuse si je ne gagnais pas ma vie. J'ignore ce que Madame Cyril Ackroyd pensa de l'idylle Ferrare lorsqu'elle se dessina à l'horizon, car elle avait nettement intérêt à ce que son beau-frère ne se mariât pas. Lorsqu'elle rencontrait Madame Ferrare, elle était charmante avec elle, mais Caroline affirme que ça ne prouve rien. Telles ont été les préoccupations de King's Abbot depuis ces dernières années. Ackroyd et ses sentiments ont été passés au crible, mais maintenant, nous voici brusquement entrés en plein drame.
Je fis ma tournée de visite médicale en me remémorant tout cela. Je n'avais pas de malade particulièrement intéressant à voir, ce qui était, peut-être, heureux, car mon esprit revenait sans cesse au mystère qui entourait la mort de Madame Ferrare. S'était-elle suicidée ? Si elle avait eu l'intention de le faire, n'eût-elle pas laissé une lettre annonçant son dessein ? Mon expérience me porte à croire que, lorsqu'une femme s'est décidée à attenter à ses jours, elle désire exposer les raisons de son acte. La mise en scène n'est pas pour lui déplaire. Quand l'avais-je vue vivante pour la dernière fois ? La semaine dernière, et son attitude avait été normale étant donné les circonstances. Soudain, je me souvins que je l'avais aussi aperçue la veille, mais que je ne lui avais pas parlé. Elle se promenait avec Ralph Patton, et j'en avais été surpris, car j'ignorais que le jeune homme se trouvât à King's Abbot. Je croyais même qu'il s'était irrémédiablement brouillé avec son beau-père, car il n'était pas venu chez lui depuis 6 mois. Madame Ferrare et lui paraissaient causer avec animation. Je crois pouvoir affirmer, en toute sincérité, qu'en me rappelant cela, j'eus le pressentiment de l'avenir. Rien de tangible, évidemment, mais un vague avertissement de la tournure qu'allaient prendre les événements. Le tête-à-tête de Ralph Patton et Madame Ferrare me frappa désagréablement. J'y songeais encore lorsque je me retrouvai en face de Roger Ackroyd. « Shepard !» s'écria-t-il, « vous êtes justement l'homme que je désirais rencontrer. » « Quelle terrible chose !»« Vous l'avez appris ?» Il inclina la tête. Il était évident que la nouvelle l'avait bouleversé. Ses joues rubicondes s'étaient creusées et son aspect jovial avait complètement disparu. « C'est plus affreux encore que vous ne pouvez le croire, dit-il avec calme. Il faut que nous causions en chambre, Shepard. Pouvez-vous rentrer avec moi maintenant ? Difficilement, j'ai encore 3 malades à voir et il faut qu'ensuite je retourne à la maison pour ma consultation. Cet après-midi alors, ou mieux encore, venez dîner ce soir avec moi, à 7h30, cela vous convient-il ? Oui, je m'arrangerai. Mais qu'y a-t-il ? S'agit-il de Ralph ? Je ne sais pas pourquoi je prononçais ces paroles. Il est vrai qu'il s'était souvent agi de Ralph. Ackroyd me regarda sans comprendre, et je me rendis compte qu'il devait, en effet, y avoir quelque chose de grave, car je ne l'avais jamais vu aussi bouleversé. « Ralph » répéta-t-il. « Oh non, il n'est pas question de Ralph. Il est à Londres, damnation. Voici la vieille Gannett. Je ne veux pas lui parler de cette lamentable affaire. À ce soir, Shepard, 7h30. » J'acquisais, et il me quitta en hâte. Ralph à Londres, mais il était certainement venu la veille à King's Abbot. Il avait dû repartir le soir ou ce matin de bonne heure. Cependant, Ackroyd avait parlé de lui comme s'il ne l'avait plus vu depuis plusieurs mois. Je n'eus pas le temps de réfléchir longuement, car Miss Gannett se précipitait sur moi, avide de s'informer. Miss Gannett ressemble à ma sœur Caroline, avec cette différence qu'elle n'arrive pas à des résultats aussi brillants. Elle était allaitante et anxieuse. La mort de la pauvre et chère Madame Ferrare n'était-elle pas une chose affreuse ? Plusieurs personnes disaient qu'elle s'adonnait aux stupéfiants depuis de nombreuses années. Les gens sont souvent bien méchants, mais il y a parfois un grain de vérité dans leurs allégations. Pas de fumée sans feu. On prétend également que M. Ackroyd avait découvert ce défaut et avait, en conséquence, rompu ses fiançailles. Qu'il y avait eu des fiançailles. Miss Gannett en était absolument certaine, et je savais assurément la vérité. Les médecins la savent toujours, mais ils sont muets. Elle fixait sur moi des yeux aigus, pour voir comment je réagirais. Heureusement, ma longue intimité avec Caroline m'a appris à demeurer impassible et à tenir prête d'évasives réponses. Je félicitai donc Miss Gannett de ne pas prendre part aux médisances, ce qui ne laissa pas que de l'embarrasser, et je repris mon chemin. Rentré chez moi, je trouvai plusieurs clients. Je les examinais, et je croyais pouvoir passer quelques instants dans mon jardin, avant de déjeuner, lorsque je m'aperçus qu'il y avait encore une personne dans mon salon d'attente. Elle se leva, et en la reconnaissant, je fus fort étonné. Sans doute parce que Miss Russell paraissait si vigoureuse qu'elle semble ne jamais devoir recourir aux soins d'un médecin. La gouvernante d'Ackroyd est une femme grande, assez belle, mais d'aspect rébarbatif. Elle a les yeux sévères, une bouche pincée, et il me semble que, si j'étais domestique sous ses ordres, je tremblerais du matin au soir. « Bonjour, docteur, dit-elle. Je vous serais fort obligé si vous vouliez examiner mon genou. » Je l'examinai, mais n'y découvris rien,
et l'exposé des souffrances que me fit Miss Russell était si vague que je la suspectais, un instant, d'avoir inventé ce mal, dans le seul but de m'interroger au sujet de la mort de Madame Ferrare. Je m'aperçus que je l'avais mal jugée, car elle ne fit qu'une vague allusion à cet événement. Cependant, il était évident qu'elle désirait causer avec moi. « Merci infiniment de m'avoir donné ce liniment, docteur, » dit-elle enfin, bien que je ne pense pas qu'il doive produire un résultat. Je ne le pensais pas non plus, mais je fus contraint de protester. Il ne lui ferait aucun mal, et il faut soutenir sa profession. « Je ne crois pas aux drogues, reprit Miss Russell, en examinant mes fioles avec méfiance. Elles sont même parfois funestes. Songez à la cocaïnomanie, elle est très fréquente dans la haute société. Il est probable que Miss Russell connaît mieux les habitudes de la haute société que moi, aussi n'essayai-je pas d'en discuter avec elle. « Dites-moi, docteur, reprit-elle, peut-on se guérir si l'on est véritablement esclave d'une habitude de ce genre ?» On ne peut répondre en quelques mois de semblables questions. Je fis à Miss Russell un petit cours qu'elle l'écouta attentivement. Je la soupçonnais de chercher, sous cette forme, des renseignements au sujet de la mort de Madame Ferrare. Le Véronal, par exemple, continuai-je, mais elle ne parut pas s'intéresser au Véronal. Elle changea même de sujet et me demanda s'il était exact que certains poisons trompassent les recherches. « Ah, répondis-je, vous avez lu des histoires de détectives. » Elle avoua en avoir lu. « Dans toute histoire de détective, dis-je, il y a généralement un poison rare qui vient, si possible, d'Amérique du Sud et dont personne n'a jamais entendu parler. La mort est instantanée et la science impuissante à comprendre. Existe-t-il vraiment des poisons de la sorte ? Je secouai la tête. Je crois que non, sauf le curare. Je parla longuement du curare, mais son intérêt parut s'éteindre de nouveau. Elle me demanda si j'en avais, et je répondis que non. Elle partit et je l'accompagnai jusqu'à la porte, juste au moment où le gong annonçant le déjeuner retentissait. Je n'aurais jamais cru Miss Russell capable de s'intéresser à des histoires de détectives. Je l'évoquai, avec amusement, sortant de sa chambre pour tancer une servante indocile, puis retournant vivement pour se replonger dans « Le mystère de la 7e mort » ou toute autre œuvre de ce genre.